Bonjour, on va reprendre la deuxième session. Donc après la première session Humanisme et régulation, on reprend avec Mémoire et esprit avec la docteure Antonia Telen. Merci. Donc de la faculté de biologie et médecine. Antonia, elle a obtenu son bachelor en psychologie et sciences du sport ici à l'UNIL. Après, elle a fait un master en neurosciences à l'Université de Genève. Elle a obtenu son titre de docteur cette année en neurosciences. Donc, elle travaille sur les processus neuronaux impliqués dans la perception et surtout sur l'importance des stimuli audiovisuels. Donc voilà, elle poursuit ses recherches sur la plasticité des processus neuronaux à l'université de Vanderbilt, à Nashville, Tennessee, aux États-Unis, avec une bourse FNS. Donc merci beaucoup, Antonia. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour prendre ce défi de présenter ma thèse en 10 minutes. Comme déjà annoncé, ma thèse a été focalisée sur ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle, c'est-à-dire je me suis intéressée à comment notre cerveau et nous prenons ou processons l'information qui nous parvient par différents sens, à l'occurrence la vision et l'audition, et ceci parce que, imaginez-vous, dans votre vie réelle, vous n'êtes jamais dans une situation où vous aurez que à traiter des images, que à traiter du son. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder, j'espère, et de m'écouter, j'espère aussi. Donc, c'est une tâche multisensorielle que vous êtes en train de résoudre. Et jusqu'à maintenant, on a déjà su, ce qu'on a aussi montré dans d'autres travaux, c'est qu'en fait, non seulement notre cerveau peut prendre avantage des stimuli multisensoriels, mais ces stimuli multisensoriels peuvent aussi améliorer ou augmenter notre perception et notre performance dans la vie quotidienne. Imaginez-vous que vous êtes ce monsieur-là, vous êtes à Saint-François, vous voulez prendre le bus de l'autre côté, vous devez traverser la rue et vous voyez ce petit Audi là qui est en train de s'approcher, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il va rouler sur moi, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que je peux continuer, qu'est-ce que je fais? Donc dans la situation que vous avez que de la vision, votre temps de réaction serait trop tard, je me suis fait écraser. Imaginez maintenant la situation suivante. Vous avez tous entendu et vu la voiture s'approcher de vous et probablement vous avez eu le temps de vous arrêter et voilà, vous êtes encore vivante. Une fois passé l'Audi, vous pouvez prendre le bus et continuer votre journée. Maintenant, après avoir vu que les présentations multisensorielles peuvent nous aider à survivre dans ce cas-là, nous sommes intéressés en fait, qu'est-ce qui se passe si nous avons un événement multisensoriel à un moment donné dans le temps, et à la suite, vous passez dans la rue, vous voyez cette voiture, et vous êtes là, mais j'ai vu cette voiture. Et puis vous êtes là, ah ouais, c'était ce mec qui m'a presque écrasé là à Saint-François. Donc, la question que je me suis posée pendant ma thèse, c'était quel est l'impact d'un événement multisensoriel unique, parce que vous avez vu ce mec une seule fois, sur notre perception ultérieure de la voiture. Et en plus, je me suis posé la question sur l'efficacité des traces mnésiques multisensorielles et, soi-disant, j'ai essayé à répondre à 3 questions. La première était, combien de présentations dans un contexte multisensoriel faut-il que j'ai un avantage quand je dois reconnaître la voiture après? Faut-il que nous prêtions attention aux 2 sens lors de la présentation initiale? Faut-il que je fasse attention à la voiture et au son pour que les deux interagissent de manière que ma réponse et ma trace mnésique soient optimales après. Et la troisième question, c'est est-ce que tout le monde peut réagir de la même manière aux stimuli multisensoriels et est-ce qu'il y a une manière dont nous pouvons prédire qui va en profiter? Pour faire ceci, nous avons étudié le cerveau à l'aide d'une méthode d'imagerie cérébrale. C'est l'électroencéphalogramme, je vais l'appeler EEG de suite. En fait, c'est basé sur le fait que nous savons que notre cerveau produit des courants électriques tout le temps. Et avec des petits capteurs qui nous plaçons au niveau du crâne, nous avons la possibilité non seulement d'enregistrer l'activité de nos neurones, mais de faire ceci sur une échelle de temps très précise. C'est-à-dire nous pouvons prendre des points de data
au niveau d'une milliseconde ou même moins. Pour la tâche comportementale qu'on a utilisée pour étudier si on a les effets des traces mnésiques multisensorielles, on a utilisé une tâche de discrimination où les sujets étaient portés à regarder l'écran et nous dire est-ce qu'une image que je vous présente, est-elle nouvelle ou est-elle répétée? Et vous appuyez sur un des deux boutons. Maintenant, pour que vous compreniez bien la tâche, on va la faire ensemble. Donc, essayez, s'il vous plaît, de me répondre à la question est-ce que l'image que vous verrez ici, au milieu, est-elle nouvelle ou est-elle répétée? Donc, bon, voilà, vous avez vu, c'est une tâche très faisable, très simple. Et par rapport aux stimuli que je vous ai présentés, est-ce que quelqu'un a noté quelque chose de bizarre avec les sons? Bah, le type de son, c'était quoi? On a une fois la balle avec un son et une fois que la balle. Ok, et c'était quand les présentations avec le son? La première fois. La première fois, voilà. Nous avons fait ces tâches un peu plus rapidement, sans que les sujets ne se sont pas rendus compte, mais en effet, effectivement, on avait moitié des présentations initiales qui étaient couplées avec un son qui était congruent, donc le mouton qui fait bé, et sur répétition, bah, le mouton était muet. Il ne disait plus rien. Donc, ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, c'est en fait, dans le cas du comportement, donc vous êtes en train de me répondre « Ah oui, j'ai déjà vu cette image, je la connais, c'est bon ». Si je vous fais la tâche dans la modalité visuelle, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, le mouton qui était présenté avec son son congruent dans la présentation initiale est mieux reconnu, en fait, là, vous avez la justesse des réponses, que le dauphin que vous avez vu 2 fois qu'en vision. Il n'y avait qu'une image, vous n'avez jamais entendu le son du dauphin. Ce qui était intéressant, que cet effet était exactement le même si, au lieu de vous faire prêter attention aux images, on aurait fait cette tâche dans une modalité auditive. Donc, on vous aurait demandé, dites-moi si le son est présenté pour la première ou la deuxième fois. En plus, avec notre génial EEG, comme je vous ai montré avant, nous avons regardé quel est l'impact sur les réponses cérébrales. Et surtout, quand est-ce qu'on voit les premières différences de traitement entre ces deux images par rapport au contexte dont vous avez rencontré les images, la présentation initiale. Et ce que nous avons observé dans le cas de l'audition et de la vision, c'est que notre réponse cérébrale se différencie très tôt dans le processus d'objet, et ceci par rapport au contexte initial que vous avez rencontré les images ou les sons, et que ceci se passe dans certaines aires du cerveau. Ben, on espère que c'est dans le cerveau. Maintenant, pour la dernière question que je peux poser, c'est peut-on prédire qui va profiter des rencontres multisensorielles? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est qu'une partie? Et pourquoi? Et quels sont les marqueurs qui pourront nous dire « Ah oui, toi, tu vas en profiter, toi, par contre, pas tellement ». Donc, on a pris notre jolie tâche où on a à nouveau les images présentées dans le contexte initial, c'est-à-dire soit en vision seule, soit en audiovisuel, et quand ils sont répétés, ils sont en vision seule. On a regardé le niveau de justesse de réponse donnée sur ces présentations répétées quand les gens doivent dire « Ah oui, j'ai déjà vu cette image ». On les a séparés par rapport au fait, si vous êtes dans le groupe rouge, vous reconnaissez les moutons mieux que les dauphins. Si vous êtes dans le groupe noir, vous reconnaissez mieux les dauphins que les moutons. Par rapport à cette séparation entre groupes, on est allé voir sur les présentations initiales s'il y avait en fait une valeur prédictive qui pouvait nous dire qu'est-ce qui se passe avec ces traces mnésiques qu'on va former. Est-ce que vous êtes dans le groupe est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous prédire déjà à ce niveau-là si vous allez finir dans le groupe rouge ou dans le groupe noir? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé premièrement dans notre situation contrôle, si vous voulez, c'est l'image du dauphin. Et ce qu'on a regardé, il n'y avait aucune indication que les groupes traitent ce stimulus de quelque manière différente. Par contre, quand on s'est mis à regarder les stimuli qui étaient associés avec un son dans la présentation initiale, nous avons vu qu'en fait, les gens
qui vont après tirer un avantage de cette trace mnésique multisensorielle, en fait, répondaient plus fortement donc, à ces stimuli que les gens dans le groupe noir. Donc les gens qui vont en fait avoir un coût associé, qui vont reconnaître moins bien ces images après. Et non seulement on a réussi à dire ouais, c'est une différence de force de réponse du sujet, mais c'est aussi localisé dans certaines aires du cerveau. Donc, en conclusion, à la question combien de présentations dans un contexte multisensoriel faut-il, je peux répondre une seule présentation dans un contexte multisensoriel suffit, comme on a vu maintenant. À la question faut-il que nous prêtions attention aux deux sens lors de la présentation initiale, voilà, je vous ai posé la question, regardez que les images. Je vous ai dit quand on a fait la tâche, regardez les images. Votre tâche est de me dire est-ce que c'est l'image la première ou la deuxième fois. Maintenant, il y a des gens qui apparemment ont prêté attention au son, mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que non, même si nous ne prêtons pas attention aux objets dans l'autre modalité sensorielle, notre reconnaissance ultérieure est améliorée ou affectée. Dans ce cas-là, je vous ai montré améliorée ou même détériorisée. Et à la question, peut-on prédire qui va en profiter? Il semble que les personnes qui répondent plus fortement aux stimuli multisensoriels auront un avantage lors de la reconnaissance ultérieure. Si on regarde un peu les perspectives où mon travail peut aller au niveau de l'application, et aujourd'hui on parle surtout de la clinique, les traces mnésiques multisensorielles peuvent aboutir à une amélioration de la reconnaissance d'objets, ceci est bien, et ceci est très important, imaginez-vous les enfants. Les enfants doivent apprendre que les voitures, quand ça s'approche, faut pas courir devant. Et ils doivent associer la voiture à un danger. Ou par exemple, dans la réhabilitation de la mémoire, si vous êtes des personnes avec des troubles mnésiques, vous avez un avantage si on va vous réhabiliter dans un contexte multisensoriel plutôt que dans un contexte unisensoriel. Et avec ceci, je voudrais bien remercier les gens qui ont directement travaillé avec moi sur cette thèse. Et voilà, ouvert aux questions. Merci. Donc voilà, des questions sur cette très intéressante présentation. Merci beaucoup. Je sais pas, on est à l'université. J'étais à la faculté de biologie et médecine. En médecine, il y a beaucoup de bachotage, on doit apprendre par cœur. Et il y a des gens qui apprennent en lisant de façon... en lisant à voix basse ou en lisant simplement. Et il y a des gens qui doivent ou qui prétendent devoir apprendre en lisant à haute voix. Est-ce que ça fait partie de ce genre d'apprentissage? C'est-à-dire, je lis mon diagnostic différentiel, mes 1200 pages du bouquin de pathologie à haute voix. En fait, suivant ces données, oui, on aurait en fait l'impression qu'en devant... Si vous lisez, donc vous avez un input qui est visuel, vous exercez, vous lisez à haute voix, donc vous exercez quelque chose aussi avec votre bouche, donc vous avez aussi le système moteur qui est impliqué, vous avez l'audition qui se met dessus. En fait, vous créez comme plusieurs traces qui peuvent en fait renforcer ces traces mnésiques, oui. Et en fait, ça, on le voit aussi à l'école. Normalement, on voit que si vous montrez un film à vos étudiants sur un projet donné ou quelque chose, ils vont probablement se souvenir de plus de détails que si vous auriez juste donné à lire un chapitre de livre. Et ceci est connu par contre depuis longtemps. Les écoles Montessori et tout, ils essayent de prendre avantage de montrer de l'information sur plusieurs voies pour faciliter la formation des traces mnésiques et aussi pour aider dans le rappel après, parce que voilà, peut-être vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, vous dites, ah ouais, c'était connecté, et puis c'est facilité. Super, ouais. Si on a le temps. Oui, je sais pas. Merci. Je me demandais, les sens avec l'âge ont tendance à s'amenuiser. Est-ce qu'on arrive à déterminer si cette activité multisensorielle ou sensibilité multisensorielle est favorisée justement avec l'âge, par l'apprentissage? Quelle est la part d'acquis et quelle est la part de génétique dans ces aspects-là? Alors,
Ce qu'on sait, c'est sûrement les effets de facilitation spécifiques aux présentations multisensorielles deviennent plus importants au long de notre vie. D'un côté, c'est sûr que c'est par apprentissage, parce qu'on apprend à associer que le chat fait miaou. Le petit enfant, il n'a jamais vu un chat, il ne le sait pas. Par contre, le petit enfant a déjà mis en place les ressources pour pouvoir apprendre ceci. Mais c'est clair que nous voyons très fortement que les effets des présentations multisensorielles sont beaucoup plus importants le long vers l'otage. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi donné parce que justement, si vous voyez moins bien, vous entendez moins bien, vous tirez plus d'avantage d'avoir les deux informations. Bon, merci beaucoup, Antonia. Attendez, on a...